Salut les vadrouilleurs, nouvel épisode de Café Vadrouille. Cette fois-ci, c'est moi qui emmène Bertrand sur un nouveau lieu de tournage où je vais tout lui expliquer. Et moi, j'ai hâte de savoir où est-ce qu'on va. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est Bertrand, on est arrivé dans le Val-de-Loire. Est-ce que c'est pas trop beau? Magnifique Alex. On est juste devant la ville de Chinon. Et alors même si on est dans le Val-de-Loire, attention, ce n'est pas la Loire qu'il y a derrière nous, c'est la Vienne, qui est une autre rivière. Ça commence bien. Et alors, quel va être le programme de cet épisode à Chinon? Et ben, dans un premier temps, on va aller faire une petite balade dans les ruelles médiévales de la ville de Chinon. Trop bien. Où on va découvrir qu'il y a plein de personnalités historiques qui sont passées et même qui sont nées. Ensuite, on va monter en haut de la falaise pour aller visiter la forteresse médiévale. On va découvrir dans la forteresse que depuis l'Antiquité, Chinon est un point super important sur la carte de France, notamment au Moyen-Âge et dans la seconde partie du Moyen-Âge avec Jeanne d'Arc qui est passée ici. Ah tiens. Et ensuite, tu auras droit à ton petit défi. D'accord. Ça a un rapport avec les Anglais? Un peu. Moi, je bois du café, pas du thé. C'est un rapport avec la guerre. Tu vas faire la guerre. Eh ben, très bien. Ça va être martial. Et ensuite, comme ça va être un peu martial, tu auras le droit à une petite récompense. Évidemment, on est dans le Chinonnais, qui est une région viticole. On va changer nos mugs pour des verres à pied? Pour des verres à pied. Ah yes. J'ai grand soif. Bon, en attendant, un petit café. Et on part en vadrouille. Alors Bertrand, on sait que la ville de Chinon existe depuis au moins l'Antiquité, parce qu'on a retrouvé des traces d'existence gallo-romaine ici à Chinon. D'accord. Mais par contre, la première trace écrite de la ville, on la retrouve au IVe siècle dans les chroniques de Saint-Martin de Tours. Saint-Martin de Tours, il est très connu, lui, non? Oui, effectivement, c'est un des saints qui est les plus célébrés en France, puisque selon la légende, Saint-Martin aurait partagé son manteau en deux pour en donner une partie aux miséreux qui meurent de froid dehors. Mais là, on va pas trop s'attarder sur Saint-Martin de Tours, on va plutôt faire un bond dans le temps et aller jusqu'au 8e siècle, parce qu'on sait également que Chinon, étant au bord de la Loire, en tout cas au bord de la Vienne, a été ravagé par les Vikings. Ouais, encore eux. Encore eux, ils sont toujours là. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans l'histoire de Chinon, c'est plutôt la seconde partie du Moyen-Âge. Mais pour parler de tout ça, je te propose qu'on aille faire un petit tour dans le village médiéval. Parfait, Allez, allons-y. c'est parti. Comme je te le disais tout à l'heure, Bertrand, c'est vraiment à partir du XIIe siècle que l'histoire de Chinon devient intéressante, puisque c'est là que la ville se développe économiquement et devient prospère. Et si elle se développe, c'est grâce à un mariage. Tu sais, ce genre de mariage qui détermine à peu près les 200 ans d'histoire qui vont suivre. Évidemment, je te parle du mariage entre Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet. Au moment de leur mariage, Aliénor, elle est duchesse d'Aquitaine et du Poitou, tandis que Henri Plantagenet est comte d'Anjou. Ils se marient. Et quelques années après le mariage, par le hasard des successions, Henri Plantagenet hérite de la couronne d'Angleterre et devient donc le roi des Anglais. Ce qui fait que toutes les possessions qu'ils ont en commun dans le cadre de leur mariage deviennent anglaises, et donc la moitié ouest de la France passe aux mains des Anglais. Et durant leur règne, Henri II Plantagenet et Aliénor d'Aquitaine viennent passer pas mal de temps ici à Chinon, et ils en font une de leurs résidences royales favorites. Et c'est pour ça que la ville se développe, car le train de vie d'une cour royale nécessite beaucoup de gens pour s'occuper du château, pour s'occuper de tous les gens autour du roi et de la reine. Et Henri et Aliénor sont d'ailleurs enterrés pas très loin d'ici, à l'abbaye de Fontevraud. On peut toujours voir leur sépulture aujourd'hui en visitant l'abbaye et ça vaut vraiment le coup. Par la suite, la forteresse de Chinon repasse aux mains des Français et les rois de France en font une forteresse très stratégique justement pour défendre cette frontière avec l'Empire plantagenet. Là, ce que tu es en train de filmer, Bertrand, c'est la Maison Rouge de Chinon, qui est probablement la maison la plus jolie du quartier médiéval de Chinon. Cette maison, elle date du 14e, 15e siècle, et en fait, c'est une maison de commerçants ou d'artisans. Elle est un petit peu agencée de la même manière que la maison de la Boétie à Sarlat, si vous regardez l'épisode sur Sarlat.
puisque au rez-de-chaussée, on a la partie échoppe, où à l'époque, on ouvrait les volets pour présenter les produits qu'on vendait. Puis dans les étages, on a les habitations pour les fameux artisans ou commerçants. Voilà. Et chaque étage a l'air un peu plus grand que celui d'avant. Ouais, c'est parce que c'est une maison à encorbellement. Eh ben c'est joli comme nom. On dirait un petit peu le village de la Belle et la Bête. Yes. Bonjour, bonjour, nanana. Ouais, Je me souviens plus des paroles. C'est à peu près ça. T'as quand même raté une carrière de chanteur. Donc là, Bertrand, on arrive devant une autre échoppe médiévale, sauf que celle-ci, c'est une fosse. Quoi? Ouais, c'est pas une vraie. En fait, c'est un décor de cinéma C'est qui a été construit il y a 11-12 ans à peu près et qui a été utilisé pour le tournage d'un film de Bertrand Tavernier qui s'appelle La Princesse de Montpensier. Ah, j'adore ce film. Tu connais? Ouais, bien Tu sûr. l'aimes bien? Ouais, beaucoup. Et bah écoute, moi j'ai découvert Tavernier il y a pas longtemps parce qu'en fait ils ont mis toute sa filmographie sur Netflix et c'était à peu près au même moment où on a appris sa mort au début de l'année. Bon, Alex, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait du beau monde qui était passé par Chinon. Tu pensais à qui? Alors, non seulement qui est passé par Chinon, mais aussi qui est né à Chinon. Et là, je pense notamment à l'écrivain qu'on considère aujourd'hui comme le premier écrivain de la langue française moderne. J'ai nommé le fameux François Rabelais. Ok. Ouais, effectivement, Rabelais, il est né dans la région, à côté de Chinon, et il décrit beaucoup le Chinonnais dans les aventures de son célèbre géant Gargantua. Alors Rabelais, c'était un petit peu le genre de mec qui avait toutes les casquettes. Il était non seulement écrivain humaniste, mais aussi prêtre, médecin, et c'est aussi le premier écrivain français. Alex, tu fais quoi là? On monte? Allez, c'est par là, faut qu'on aille à la forteresse, mon gars. Oh là. Allez, mon gars, un peu de courage là. Ok, bon. Donc Rabelais. Bon, je te disais que Rabelais est considéré aujourd'hui comme le premier auteur de la langue française moderne, aussi et surtout car c'est le premier à utiliser les mots de la langue pour en faire de l'humour. Pas comme toi, quoi. Il est le premier à se détacher de ce qu'il appelle les ténèbres gothiques de la littérature médiévale. Bon, j'aime bien, moi, les ténèbres gothiques. Donc, à travers son œuvre, sous un vernis d'humour un petit peu scatologique, grivois et de plein de bassesse. Périgourdin, quoi. C'est super drôle, ça. Il a aussi et surtout un discours politique et philosophique qui est super important. Il critique les dogmes religieux, il critique les guerres futiles et l'éducation étriquée. Et son œuvre a une véritable résonance humaniste et a marqué les siècles jusqu'à aujourd'hui. Et Rabelais, c'est aussi le papa, l'inventeur d'aphorismes, qui sont des expressions qu'on utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui, comme par exemple l'ignorance est la mère de tous les mots, Ouais. M-A-U-X, Bien sûr. ou alors la nature a horreur du vide. Et c'est aussi l'inventeur d'adjectifs qui découlent de son œuvre, comme par exemple quelqu'un ou quelque chose de pantagruélique. Ça, c'est toi devant un plateau de fromage, non? Ouais, c'est à peu près ça l'idée, ouais. C'est dur de monter la côte, Bertrand? Non, ça va. Non, on dirait qu'il y a un ascenseur là, non? Ah oui, dis donc, j'avais pas vu. Ah, dis donc, t'avais bien vu. Mais cela dit, c'est très très beau. C'est plutôt pas mal, hein. Il y a une très belle harmonie architecturale avec ces couleurs bleu, gris et blanc. Ouais, et ben donc les toits de la région sont faits en ardoise, c'est pour ça qu'ils sont tous gris. Et après, la particularité de la région, c'est ces murs en pierre blanche. Cette pierre blanche, ça s'appelle le tuffeau. Et c'est quelque chose qu'on trouve vraiment dans le Val-de-Loire, la Touraine, etc. Et en fait, on trouve principalement le tuffeau sur le bord des fleuves. Et c'est une roche qui est très poreuse et qui est assez facile à tailler. Et donc c'est pour ça que souvent on trouve des habitats troglodytiques sur les bords de Loire et qu'on trouve des tas de caves souterraines et de galeries dans les falaises sur les bords des rivières. Des caves pour boire du vin. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'à Chinon d'ailleurs, c'est un vrai gruyère sous la forteresse parce qu'il y a des galeries un peu partout. Notamment certaines sont habitées par des caves viticoles.
Et bah ça y est Bertrand, on est devant la forteresse royale de Chinon, il fait un grand soleil et ça va être le kiff total parce qu'on a le château rien que pour nous. Arrête. Je te jure. Tu sais pourquoi Chinon c'est super cool? Non? Parce qu'en fait il y a 3 châteaux en un seul. Oh, tu te fais plaisir. Allez c'est parti. Alors le premier château qu'on a en face de nous juste là, c'est le Fort Saint-Georges, qui est la porte d'entrée de la forteresse royale de Chinon. Mais c'est pas vraiment celui qui nous intéresse le plus, je te propose qu'on rentre directement dans l'enceinte pour s'approcher du corps de logis. Je te suis. Alors il faut savoir que les rois de France eux-mêmes appelaient Chinon les 3 châteaux parce que l'éperon rocheux sur lequel on se situe est séparé naturellement par 2 douves sèches qui fait qu'on a 3 châteaux côte à côte. Celui qui est derrière moi, le fort Saint-Georges, ensuite le corps de logis principal au milieu et tout au fond le fort du Coudray dont on parlera tout à l'heure. Mais on va s'approcher du corps de logis pour que je te parle d'un épisode super important dans l'histoire de France qui s'appelle la Reconnaissance. Allez, on y va. La reconnaissance? Ouais. Il faut que je te refasse un petit peu de contexte historique. Imagine qu'on est à la fin du XIVe siècle, en 1392 exactement. Ouais. La guerre de 100 ans avec les Anglais fait rage depuis à peu près une quarantaine d'années et notre roi de France, Charles VI, est un petit peu fou. En fait, il est complètement démon. Et le problème, c'est que pour régner, on a besoin d'avoir un conseil de régence qui est constitué des proches du roi, que ce soit sa famille ou ses conseillers. Et ces conseillers du roi et ces proches du roi ne s'entendent pas entre eux. D'un côté, on a les Armagnacs, de l'autre côté, on a les Bourguignons, et ils se battent entre eux pour avoir le pouvoir en France. Comme si la guerre de 100 ans avec les Anglais n'était pas déjà assez compliquée, entre Français, on décide de se faire la guéguerre. Forcément. Et ça complique encore plus les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Et ben, les Anglais qui sont malins profitent de ces tensions entre Français pour gagner des batailles super importantes pendant la guerre de 100 ans, comme par exemple la bataille d'Azincourt en 1415. Et à la suite de cette bataille, il y a un traité qui est signé entre les Anglais et les Français, dans lequel le roi de France Charles VI déshérite son propre fils au trône de France et accepte que le roi d'Angleterre Henri V hérite de la France. Mais c'est pas vrai. Je te jure. Alors évidemment, le dauphin de France, Charles VII, est pas du tout content. Il va pas se laisser faire, il n'accepte pas du tout ce traité et il décide de s'auto-proclamer roi, mais il n'est pas légitime puisqu'il ne s'est pas fait sacrer à Reims. Quelques années plus tard, en 1419, les Anglais réussissent à envahir Paris et cette fois-ci, le dauphin s'exile vers le sud et il trouve refuge dans ses forteresses comme Chinon, Loches, Tours, Amboise. Et il décide de s'installer finalement à Chinon de manière définitive en 1427. Et donc c'est dans ce contexte que Jeanne d'Arc entre en scène. Bon, je te passe toute la première partie où elle entend les voix de plusieurs saints, la chargée d'une mission divine. Elle quitte la Lorraine, elle monte à cheval, elle vient jusqu'ici, à Chinon, pour rencontrer le roi, essayer de le convaincre de se faire sacrer à Reims et de la mettre à la tête de son armée pour bouter les Anglais hors de France. Et c'est à ce moment-là que l'épisode de la Reconnaissance a lieu, ici à Chinon. Elle arrive à Chinon à cheval, Elle arrive à Chinon à cheval. Oh oui. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu le fameux épisode de la Reconnaissance. Elle arrive ici à Chinon à cheval le 23 février 1429 pour rencontrer le roi. Ouais, t'as raison, faut pas non plus qu'elle brûle les étapes. Non, je tombe. Et du coup, la Jeanne, elle arrive comme ça et elle peut rencontrer le roi direct? Alors non. La légende veut que l'épisode se soit passé à cet endroit précis, donc au premier étage. On voit bien en face de nous la cheminée, donc on imagine que le sol du premier étage était à peu près au niveau de la cheminée. Et ce qui se passe, c'est que le roi et ses conseillers sont un petit peu perturbés par cette jeune fille soi-disant envoyée de Dieu et sortie de nulle part, donc ils vont mettre en place un stratagème pour essayer de la piéger. Ce qui se passe, c'est que le roi de France décide de se fondre dans la foule de l'assistance et de mettre la couronne du royaume de France sur la tête de l'un de ses conseillers et de le placer sur le trône. Si Jeanne est vraiment envoyée par Dieu, elle ne sera pas dupe et réussira à le reconnaître dans l'assemblée, sachant qu'ils ne se sont jamais vus avant. Et la légende veut que Jeanne, en arrivant dans cette pièce, ne serait pas tombée dans le panneau et aurait bien reconnu le roi parmi les nombreuses figures qu'il y avait autour du trône. De là à dire que le roi s'est fait griller. On reste sur des jeux de mots autour de la cuisson, tout ça. Écoute, il n'y a pas de fumée sans feu. La suite de l'histoire, on la connaît, c'est le début de l'épopée de Jeanne d'Arc qui passe par Orléans, puis qui emmène le roi à Reims pour se faire sacrer.
Elle est ensuite capturée par les dissidents bourguignons, vendue aux Anglais, jugée comme hérétique et finalement brûlée sur le bûcher en place publique à Rouen en 1431. On arrive au fort du Coudray, qui est le 3e château de Chinon, qui a été utilisé pour une raison bien particulière, notamment au début du XIVe siècle, sous le règne de Philippe le Bel, qui y a enfermé les Templiers, et notamment leur grand maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay. Bertrand, je t'emmène dans la cellule de Jacques de Molay. Arrête. Ça va être un truc trop bien. Chinon sert de lieu de détention pour les Templiers locaux, puis pour leur grand maître également, Jacques de Molay, et 4 de ses proches. Ils devaient aller à Poitiers pour assister à une audience papale et ont été retenus ici à Chinon, emprisonnés, avant de repartir sur Paris où ils sont jugés et condamnés à brûler vifs sur le bûcher en 1314. Et tu sais, c'est le début de l'histoire des rois maudits de Maurice Druon. Bah ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et tu sais quoi? La preuve que je te raconte pas des bêtises, elle est juste ici, sur ma gauche. Ce sont des graffitis faits par les Templiers eux-mêmes au début du XIVe siècle. Regarde comme c'est beau. Donc voilà, comme vous l'avez compris, Chinon, c'est beaucoup d'histoires avec un grand H. Et maintenant, je vais retrouver Bertrand qui est en train d'admirer des engins de guerre du Moyen-Âge comme un enfant devant des jouets. Tu fais quoi, Bertrand? Je regarde ces trucs, je me demande ce que c'est. Je te trouve un petit peu trop fasciné pour ne pas faire un défi autour des engins de guerre. Mais ça marche pas, ça. Si, ça fonctionne. Ton défi, Bertrand, ça va être de faire fonctionner un trébuchet habillé en chevalier du Moyen-Âge. Ça? Ouais. Ça fonctionne? Juste là. Ben ouais. Attends. Habillé en quoi? En soldat du Moyen-Âge. Oh là là, j'adore ces défis. Non mais comment ça fonctionne hein? Comment ça fonctionne un truc pareil? C'est quoi ce défi encore là? Je vais pas faire tout seul. Ah bah il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour. Bonjour. Benjamin? C'est ça. Bertrand, enchanté. On vient de me lancer le défi absolument fantastique de faire fonctionner ce drôle de truc. Un trébuchet. Un trébuchet. Eh ben, ravi de savoir que c'est un trébuchet. Un Ça miniature. Ah, Je le lis tout de suite. Normalement, un vrai, ce serait à peu près 3 fois plus gros. 3 fois plus gros. Ouais. Énorme. D'accord. Mais ça fonctionne quand même? Ça fonctionne super bien. Ouais. Puis je crois que justement, c'est un petit peu le but du jeu. Bah oui, c'est On va ça. utiliser ça. Mais par contre, on m'a dit qu'il fallait que je sois costumé. Un minimum. On va s'équiper sérieusement. Eh ben, parfait. C'est par ici. On y va. À tout à l'heure. Tadam! Alors, il y a un truc dont vous ne vous rendez absolument pas compte derrière votre écran, c'est que ce truc pèse 1 tonne. Quand tu penches la tête, hop, ça penche tout d'un côté. Mais un défi est un défi et ça ne peut pas être aussi simple à chaque fois. Ça ne peut pas toujours être une bataille de mousquetaires. Ah! Alors, Donc, première étape, ça va être armer la machine. Ensuite, on va dès maintenant installer le système de goupille. Et la prochaine étape, ça va être d'installer la fronde. Et on va mettre le projectile. Donc là, je te laisse le faire. dans la... Ouais, dans la fronde. Et puis là, on est bon. On va les avoir, ces bâtards. Il est très beau. Ah. En plein sur la porte. Et c'est numéro 2. Allez! Il est magnifique. T'as pas peur? Je vais aller me le finir à l'épée. Allez, j'ai réussi mon défi.
J'ai touché la porte 2 fois. Moi, je voulais pas prendre le château. Tout ce que je voulais, c'était leur dire qu'on était là pour Café Vadrouille. Merci Alex. Et merci Benjamin. Bon, alors Bertrand, tu sais quand même que tu as eu de la chance de pouvoir faire ce défi parce que le château a failli être complètement démoli au 19e siècle. Bon, pourquoi ça? Parce qu'il était dans un tel état de délabrement après la Révolution que la mairie de Chinon avait fait passer un acte pour commencer à le démolir. Et c'est grâce à l'intervention d'un écrivain très connu du 19e siècle qui a aussi été inspecteur aux monuments historiques que le château a été sauvegardé. André Malraux. Alors non, t'as juste un siècle d'écart. C'est Prosper Mérimée. Mais bien sûr. Tu sais, celui qui a écrit La Vénus d'Île et Carmen avant que ça devienne un opéra fameux. En collaboration avec l'architecte Viollet-le-Duc, il a permis à Chinon d'être restauré et à d'autres monuments un peu partout en France, comme Carcassonne et tant d'autres. C'est super tout ça, mais j'ai pas une petite récompense, moi? Tu sais qu'il perd pas le nord, celui-là. Bon, allez, on y va. Alors, comme promis, Bertrand, c'est l'heure de la récompense et je te propose de faire une petite visite et une dégustation de vin à la cave Mon Plaisir. Allez, viens. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Merci de nous accueillir. Bienvenue. Un petit check. Check. Merci. C'est un plaisir de venir découvrir cette cave Mon Plaisir. Alors parlez-moi un petit peu de cette cave, Pascal. Elle date d'il y a combien de temps? Alors, donc celle-ci a été creusée il y a à peu près 400 ans. D'accord, ah oui, ça fait un petit moment alors. Voilà. Ok. Donc, c'est une ancienne carrière en fait, donc qui a été creusée pour l'extraction de la pierre de tuffeau. D'accord. Donc, qui a été revendue pour la construction, manoirs, différents édifices de Chinon et des alentours. Ok. Et Voilà. on a combien de degrés à l'intérieur de cette cave? Parce qu'on sent qu'il fait un petit peu frais quand même. Alors, dans la cave, on est à entre 12,5, 13 degrés. D'accord. Donc avec un taux d'humidité très très élevé, hein, donc on va dire 80-85%. Ah oui, d'accord, Voilà. effectivement. Et j'ai cru comprendre en allant sur votre site internet que c'était une des plus grandes du Chinonnais. C'est une des plus grandes, oui, de l'appellation Chinon. Une cave aérienne comme ça, de ce volume-là, il n'y en a pas tant que ça. Ok, Voilà. très bien. Et donc cet endroit aujourd'hui, c'est pas uniquement une boutique, c'est une cave qui est réellement en activité. Voilà, c'est une cave qui est en activité. On insiste là-dessus. Hein, donc, on a vraiment joint l'utile à l'agréable. Donc ici, vous avez une grosse partie des vins. Donc, les deux propriétaires de la cave, c'est le domaine du Réfaux et le domaine Jean-Maurice Raffaud, hein, qui sont sur Savigny-en-Véron. Et donc, ils ont une grosse partie de leurs vins qui vieillissent dans les barriques qu'on va voir. D'accord. Et alors là, dans ces barriques, on a principalement du vin rouge. Voilà, voilà. Alors, il y a quelques barriques de blanc, mais bon, là, ce seraient les vignerons qui vous en parleraient plus en profondeur, mais c'est essentiellement le rouge, le cabernet franc. Ok, très bien. Maintenant, on va retourner à l'espace dégustation. D'accord. Et puis, on va déguster quelques vins. Et bien avec grand plaisir. Allez, Bertrand, on y va. Allez, Bertrand. Je passe devant, c'est pas bien? Oui, oui, allez-y. Alors, Nous sommes entre vos mains, Pascal. allez, nous y allons. Alors, on va goûter le Chinon blanc. On va commencer. Le Chinon blanc, nous, on le boit. Vous pouvez le boire en apéritif, hein, parce que c'est très frais, c'est très, très agréable. Donc, avec un poisson, crustacé, fromage de chèvre aussi, ça s'accorde très, très bien. Salade de chèvre. Un petit Saint-Maur de Touraine. Avec un petit peu de miel, un petit peu de Chinon blanc, et on est heureux. Allez, Chinon rosé. Allez, Rosé. allons-y. Rosé. Donc rosé, un petit peu plus en production. Donc le blanc, on était dans le domaine du Réfaux. Alors je varie toujours un petit peu en dégustation. Là, on est sur un 2019, c'est du Cabernet Franc et le domaine Jean-Maurice Raffaud. Et puis le rosé, là, on va rentrer dans sa période. Hein. C'est vraiment le vin d'été, donc qui est sur le fruit, qui est pas doux, qui est pas sec. La grillade, là, on rentre dedans. Même un poisson, une salade. Allez, on va goûter les galuches, Allez. millésime jeune. Les galuches, c'est rigolo comme... Ouais. Alors les galuches, c'est vraiment le nom de la parcelle. Vous voyez, les galuches, hein, c'est vraiment noté là. Donc là, on va être sur un 2019. Donc c'est jeune, hein.
Donc les galuches, hein, donc on a parlé des vins qui vieillissaient ici. Donc la galuche, il y a un très léger passage barrique. Hein. Je crois que c'est de 8 mois. Et donc Hein, c'est celui-là, marqué c'est sur la celui qui est contre-étiquette. sur les bords de Loire, c'est Bord de ça Loire. Vraiment, c'est vraiment là. Ok. Celui-là, j'ai pas mes lunettes, mais c'est un des deux là. C'est vrai qu'il est très léger. Et c'est C'est un peu la agréable. particularité, C'est tout des mon sols humour. sableux. Bon, en tout cas, merci beaucoup Pascal pour cette visite guidée et cette dégustation. C'était mon plaisir de vous rencontrer. Ben, c'est gentil, c'était partagé. Merci beaucoup. On va retourner faire un petit tour en haut du donjon de la forteresse royale pour faire un petit au revoir à tout le monde. Et au plaisir de se revoir. Eh bien écoutez, on se retrouve sur YouTube. Alors Ça marche. Voilà. À bientôt Pascal. À bientôt. Au revoir. Au revoir Alexandre. Bah alors Bertrand, cet épisode à Chinon, Ben merci Alex pour cette belle journée. ça t'a plu? C'était fantastique. C'est très très beau Chinon. Bah oui. Et Chinon, ça va? Ça va bien. On voudrait dire un grand merci au département de l'Indre-et-Loire pour nous avoir ouvert les portes de la forteresse royale de Chinon. Un grand merci à toute l'équipe de la forteresse également et à toute l'équipe de la cave Mon Plaisir qui est juste à côté. À votre santé. Ensuite, et comme d'habitude, on tient à dire un merci un petit peu spécial à tous les contributeurs qui ont participé à la cagnotte, à savoir Giulia Micheletti, Baptiste Dallemand. Jade Kezadri, Un grand merci à Marion Douzou, un merci à Abdel Benadou, à Laurence et Hervé Dallemand. à la galerie Dufoy de Senlis, Non. Ouais. Ah, trop cool. Un grand merci à Fabien Maudre. un grand merci également à Agnès Reynaud, Et enfin, un grand merci à mon grand frère, Raphaël Dallemand. et comme le disait Rabelais, pour ce que rire est le propre de l'homme, vivez joyeux. Quant à nous, on prend un petit café, Et on part en vadrouille. allez!